Observe quelques-unes de ces déesses retrouvées dans la montagne. Les retours de vacances pas trop difficiles, ils ont été étalés dans le temps. Les batailles politiques, dans la majorité et dans l'opposition, chaque parti veut être le premier. Marche de la liberté au Pays Basque, pas d'incident. L'invité de notre journal, M. André Bergeron. Bonsoir, dimanche 28 août 77, dimanche bizarre. Le ciel, gris, brouillard, pluie, nuages. Un vrai dimanche de novembre avec comme conséquence la disparition des t-shirts et des petites chemises d'été sous un pullover bien chaud que l'on est allé chercher au fond de l'armoire. Une exception quand même, la Bretagne, où il y a eu aujourd'hui quelques éclaircies. Bizarre aussi pour les routes, la petite formule mathématique habituelle, fin de week-end plus fin de vacances égale bouchon, ne s'est pas vérifié aujourd'hui, rien n'est plus comme avant, une exception tout de même, la Nationale 10, avec un bien bel embouteillage à Montbazon, juste avant Tours, des centaines et des centaines de voitures, pare-choc contre pare-choc, remontant d'Espagne pour la plupart vers le nord. Exception car dans l'ensemble, il semble bien, à en croire les informations du centre de circulation de Rosny-sous-Bois, qu'il y a un certain étalement des retours. C'est bien votre avis, colonel Darras, vous êtes en ce moment au centre de Rosny-sous-Bois. Effectivement, il y a un étalement certain des retours et nous pouvons dire qu'actuellement, fort heureusement, la situation est parfaitement calme. Nous avons très peu d'encombrements puisque nous totalisons en tout et pour tout 6 km de bouchons sur l'ensemble du territoire national. Pour la région parisienne, situation également très intéressante en ce sens que la circulation est dense mais fluide. Il semblerait que les vacanciers soient rentrés plus tôt cette année. Comment l'expliquez-vous, mon colonel, et est-ce que cela vous a surpris? Cela n'a pas surpris les responsables du Centre national d'information routière, en ce sens que depuis un an, les conseils d'étalement sont bien suivis par les automobilistes. Par ailleurs, le mauvais temps a évidemment facilité les déplacements dans le sens que les retours ont été anticipés par les personnes qui se trouvaient sur les côtes et qui n'avaient pas un temps favorable pour les baignades. Je vous remercie. Pour ceux qui ont préféré attendre et qui ne prendront la route que demain, les prévisions de la météo ne sont pas bien meilleures que les jours derniers. Des orages et des averses vont se produire encore de la Corse au nord-est de la France, puis sur la Champagne et la Bourgogne. Sur les autres régions, il y aura du brouillard le matin. Ensuite, le ciel sera variable avec de belles éclaircies. Jusqu'aux toutes dernières heures du mois d'août, donc, le mauvais temps aura été de règle pour les vacanciers qui sont restés en France. Demain lundi, ou jeudi pour les plus chanceux, il y aura le petit jeu habituel dans les bureaux ou les usines de la comparaison des bronzages, un peu palo cette année. Du côté des responsables du tourisme, c'est l'heure du premier bilan de ces vacances 77. 28 millions de Français sont partis ou vont partir, c'est-à-dire 700 000 de plus que l'année dernière. Où sont-ils allés? Les prévisions donnaient 45% à la mer, 28% à la campagne, 17% à la montagne. En fait, par rapport à 1976, on s'aperçoit que les vacanciers ont boudé les plages et l'altitude et qu'ils ont été attirés, en revanche, beaucoup plus par la campagne au mois de juillet et au mois d'août. 11 millions de vacanciers ont choisi cette année le tourisme vert. Parmi eux, 6,5 millions de Français, qui sont souvent des fidèles de la nature, et 4,5 millions d'étrangers, des étrangers de plus en plus nombreux à travers la campagne de France. Pour eux, le mauvais temps n'est pas aussi dissuasif qu'à la plage ou en altitude. Une forêt, c'est être belle sous la pluie au petit matin. Et puis, ils sont sensibles aux prix raisonnables pratiqués à la ferme. La dinde cuisinée et les œufs frais à 2 pas de la tente, c'est appréciable. Et surtout, ils ne craignent pas de bronzer idiots. Leur philosophie des vacances répond à d'autres préoccupations. Je recherche tout d'abord la solitude. Ça, c'est une chose très importante. J'habite Paris tout le long de l'année et j'éprouve le besoin, au moins un mois, de venir me retremper dans une atmosphère de solitude, fuir le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie la campagne. On parle beaucoup d'écologie en ce moment. Est-ce que vous êtes un partisan du retour à la nature? Parfaitement, absolument. Mais pas toujours dans le sens où les gens l'entendent. Car les gens, à mon avis, aiment beaucoup l'ancien, aiment vivre les choses de l'ancienne époque, mais avec un certain confort. Et j'estime qu'il y a une incompatibilité. Quand on vit dans les choses anciennes, il faut vivre avec l'inconfort. Il faut vivre comme autrefois.
Confortable ou pas, il y a des logements pour tous les goûts et toutes les bourses. Le camping à la ferme, où l'espace vital n'est pas réduit à l'emplacement d'une tente, la chambre d'hôte, chez l'habitant, ou bien encore le gîte rural. Un gros problème pourtant, les 24 000 gîtes homologués ne se multiplient pas assez vite. En 10 ans, la Fédération nationale des gîtes de France n'a enregistré qu'un millier de gîtes nouveaux. Résultat, dans la plupart des départements, on refuse du monde. Nous avons cette année refusé de nombreux touristes en Corrèze. Nous sommes un département qui est touristique, disons, et les gens, on a eu énormément de demandes, et il y a eu beaucoup de refus. Est-ce qu'ils trouvent suffisamment d'activité? Alors pour ceux qui sont amoureux de la nature et qui veulent se promener dans les sous-bois et dans les forêts, bon, ceux-là ont ce qu'il faut. Mais ce qui leur manque, je pense, c'est une activité folklorique, une activité de fête. Le tourisme vert n'est pas encore très bien organisé, et certains diront tant mieux. Mais il offre tout de même beaucoup d'activités qui varient selon les départements, chaque région apportant son cachet et des loisirs originaux. Ici en Limousin, c'est le cheval qui sert de locomotive au syndicat d'initiative. En Corrèze, par exemple, le tourisme équestre a fait un bond de 50%. À raison de 1600 francs la semaine en calèche, le cheval fait le bonheur des estivants. Quant aux agriculteurs qui louent une chambre d'hôte à l'étape, ils en retirent un appoint financier non négligeable et la connaissance des citadins. Vous êtes contente d'accueillir des touristes ici chaque année pendant l'été? Moi, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui vous apporte les touristes? Ils nous changent beaucoup du monde rural, premièrement. Vous avez l'impression, vous, de leur apporter quelque chose? Oui, parce qu'ils ont certainement comment je vous dirais, une fausse note sur le monde rural. Et vous pensez que quand ils retournent à Paris ou dans leur région d'origine, ils connaissent un peu plus la vie de la ferme? Beaucoup plus de la vie de la ferme, beaucoup plus notre vie rude, nos inconvénients. Il y en a beaucoup qui nous envient, quand ils repartent, ils nous envient pour la liberté, mais plus pour le travail. La campagne, à condition de s'équiper et de se faire connaître en France et surtout à l'étranger, pourrait bien un jour prendre la tête du hit parade des vacances. Après le Mont-Joli, oui. Donc Lausanne, vous êtes venu. Voilà. En tout cas, elle peut contribuer au redressement de la balance du tourisme, qui à brève échéance menace de devenir déficitaire parce que les Français dépensent plus à l'étranger que les étrangers ne dépensent en France. Voilà donc pour un premier bilan des vacances. En ce qui concerne la politique, il est bien difficile par contre de parler de rentrée à la fin de ce mois d'août, car l'actualité de manifestations en débat, de petites phrases en grands discours n'a pas pris beaucoup de vacances cette année. C'est vrai pour la majorité et c'est peut-être encore plus vrai pour la gauche. Derniers éléments en date, l'interview de François Mitterrand hier soir sur Antenne 2 dans notre journal de 20h, et puis celle que l'on retrouve dans les hebdomadaires sortis ce week-end, Michel Rocard dans l'Express et Raymond Barre dans l'hebdomadaire Le Point. Pour le Premier ministre, interrogé par Le Point, il est clair que l'opposition n'obtiendra pas la majorité. L'ennemi numéro 1 de M. Barre est en fait l'inflation. Personne ne fait de miracle en économie, même moi, dit-il. Mais enfin, l'inflation diminue alors que la production industrielle augmente, lentement mais régulièrement. Le problème du chômage, on ne le résoudra pas avec une relance générale, qui elle serait dangereuse. Quant à la gauche, elle ne gagnera pas, car les Français qui s'informent trouveront le programme commun trop beau pour être vrai. Ils veulent bien changer la société, mais pas changer de société. Enfin, à propos de la querelle entre les socialistes et les communistes, le Premier ministre pense qu'un accord peut sans doute être obtenu, mais qu'il risque alors de rendre M. Mitterrand prisonnier du Parti communiste. De son côté, M. Michel Rocard estime dans l'Express que M. Barre a des menottes, et il explique « La croissance ralentit, le chômage augmente ainsi que les prix. L'échec vient de ce qu'on n'ose pas toucher à certains intérêts, ce qui se fait dans les pays voisins. Le gouvernement ne veut pas déplaire à ses électeurs. » À propos de la querelle PS-PC, M. Rocard estime qu'un compromis sera trouvé. L'avenir de la gauche, la solidarité, dit Michel Rocard, sera renforcée par la difficulté. Et la difficulté, ce sera l'héritage laissé par le gouvernement actuel. Enfin, je vous rappelle ce qu'a dit M. Mitterrand hier soir dans le journal de 20h. Il y a beaucoup de points secondaires de désaccord entre socialistes et communistes pour 3 ou 4 points importants. Mais les socialistes feront tout pour que l'union de la gauche s'approfondisse et réussisse.
Réaction communiste ce soir, précisément à ces propos de M. François Mitterrand que nous avons diffusé dans notre journal hier. Roland Leroy, membre du bureau politique du Parti communiste, estime que M. Mitterrand a encore évité les questions de fond. Il rappelle, M. Leroy, les positions communistes, c'est-à-dire le SMIC à 2200 francs dès maintenant, l'augmentation des salaires, une hiérarchie des salaires ne dépassant pas le rapport de 1 à 5, l'impôt sur le capital. Il est impossible d'envisager que la gauche aille aux élections avec le programme de 72, a expliqué Roland Leroy, qui a redemandé des rencontres préparatoires avant le sommet de la gauche prévu pour mi-septembre. Daniel Brem, votre analyse sur toutes ces déclarations de ce week-end? Eh bien, il y a une sorte de stratégie parallèle tant dans la majorité que dans l'opposition. Alors l'objectif prioritaire du Parti communiste est de ne pas laisser s'embroncher la première place au Parti socialiste. Le PC veut être au moins son égal en poids et en tous les cas être considéré comme le seul vrai garant d'un changement radical de société. Et l'accent qu'il a mis ces derniers temps, à la fois sur l'augmentation de certains salaires et le blocage de certains autres, est une opération à double détente. Il s'agit de séduire les moins payés et d'effaroucher les centristes gagnés par M. Mitterrand. Alors, on ne peut pas tout faire à la fois sans casser l'économie des socialistes est apparu comme une sorte de tiédeur. Et évidemment, ils ont passé leur été à se justifier, mais ce faisant, ils se sont mis sur la défensive. Alors, cette tactique qui est payante pour le PC, va-t-elle être stoppée au moment du sommet entre M. Mitterrand et M. Marchais, comme l'espèrent bien sûr les socialistes? Eh bien, rien n'est moins sûr. À côté de la majorité? Eh bien, à côté de la majorité, c'est le RPR, cette fois, qui fait rail, non pas pour obtenir, mais pour conserver sa première place dans la majorité. M. Chirac est parti tambour battant vendredi dernier en campagne électorale. Il se présente, vous le savez, comme le meilleur pourfendeur de la gauche, en même temps comme le garant le plus sûr d'une nouvelle politique économique. Ce faisant, il critique le gouvernement, dont il se démarque au maximum, et en même temps, il susurre aux formations de la majorité « Ralliez-vous donc à mon étendard ». Alors, les centristes et les giscardiens comptaient sur M. Barre pour entrer tout de suite dans le combat électoral. Il va leur falloir attendre le mois de janvier. Alors, ils sont eux aussi dans l'expectative. La question pour eux, c'est faut-il laisser M. Chirac occuper le terrain tout seul et se contenter de soutenir les efforts de M. Barre? Eh bien, cette question, elle est épineuse à trancher et ils ne l'ont pas encore fait. Et puis la semaine à venir sera, elle encore, particulièrement chargée. Dès demain, à l'Élysée, second et dernier conseil restreint sur le budget. Mercredi, communication qualifiée de très importante de M. Christian Bolac sur l'emploi. Le même jour, rencontre au sommet CGT-CFDT. La première réunion entre M. Segui et Maire depuis la grève générale du 24 mai dernier. À retenir également la reprise des discussions salariales dans la fonction publique jeudi. Invité de notre journal ce soir, André Bergeron. À la lecture de cet agenda de la semaine sociale, les sujets de discussion ne manquent pas, je pense. La première question, si vous le voulez, elle nous est fournie par M. Roland Leroy cet après-midi, à propos de la hiérarchie des salaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec un resserrement de la hiérarchie des salaires, M. Bergeron? Oui, depuis des années, nous constatons à Force ouvrière une certaine évolution du mode de vie. Il y a sans aucun doute resserrement de la hiérarchie des besoins. Par conséquent, nous avons préconisé depuis longtemps que les salaires soient déterminés en fonction de deux critères. D'une part, la hiérarchie des valeurs et d'autre part, un système permettant à chacun de vivre dans le cadre des réalités du mode de vie de maintenant. Alors, est-ce qu'on peut définir globalement du sommet une hiérarchie de 1 à 6 ou de 1 à 5 ou de 1 à 4, comme je l'ai entendu ce matin? Je ne le crois pas. Je crois qu'en définitive, ces problèmes devront être discutés dans le cadre des conventions collectives. Il ne faut pas oublier que tout le monde est généralement d'accord avec les grands principes, à condition de ne pas être trop concerné soi-même. Vous dites discuter dans le cadre des conventions collectives, mais par exemple, en ce moment, la discussion contractuelle est bloquée. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Écoutez, pour l'instant, les discussions vont reprendre. Dans la fonction publique, dans les entreprises nationalisées. Mais ça s'est mal passé avant l'été. Ça s'est traîné. Il n'y a pas eu de rupture, mais enfin, ça ne s'est pas bien passé. Les discussions vont reprendre dans les jours qui viennent et nous ferons tout pour notre part pour que ces discussions débouchent sur des accords. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend maintenant du gouvernement. Des accords sont possibles, étant donné que l'écart entre les positions syndicales et gouvernementales ne sont plus très éloignés maintenant. Mais il faut que du côté de l'hôtel Matignon, on cesse de pinailler, comme je l'ai dit ces jours derniers,
Pardonnez cette expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On veut des accords ou on n'en veut pas. Nous ne signerons pas n'importe quoi, c'est évident. Mais si la rupture devait intervenir, il y aurait naturellement des conséquences. Pas seulement pour le gouvernement de maintenant, mais également pour les gouvernements de demain, même s'ils sont de gauche. Vous pensez par exemple qu'un mouvement comme celui du 24 mai dernier, où vous étiez associé à la CGT et la CDT, peut reprendre à la rentrée? Écoutez, je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui décide, ce sont les instances responsables de Force ouvrière. Et nous allons réunir notre commission exécutive nationale les 15 et 16 septembre. Mais j'ai toujours dit que, pour ma part, que les grèves générales ne pouvaient avoir qu'un aspect très exceptionnel. On ne fait pas la grève générale à chaque instant. La grève générale est nécessaire pour affirmer l'attachement de la classe ouvrière à un grand principe, mais ça ne peut être qu'exceptionnel. Roland Leroy parlait du SMIC à 2200 francs tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, le SMIC doit être fixé dans un contexte général, une politique économique générale, une politique salariale générale. La revendication s'exprime en termes de pouvoir d'achat. L'importance nominale du salaire n'a qu'une importance relative. Ce qui compte en effet, c'est de savoir ce que les gens feront de l'argent qu'on leur donne à la fin du mois. Alors nous n'avons pas encore chiffré, n'est-ce pas, de montant de SMIC. Il semble d'ailleurs que tout le monde ne soit pas d'accord du côté politique sur l'interprétation qu'il faut donner aux chiffres. Il faut naturellement revaloriser le SMIC, c'est nécessaire, et le revaloriser en fonction de plusieurs critères qui tiennent à la fois au coût de la vie et à la productivité générale. Mais enfin, pour notre part, nous n'avons pas encore fixé de chiffres. Précisément, vous parlez du coût de la vie, 0,9% d'augmentation des prix au mois de juillet. C'est un résultat qui n'est pas très bon. Est-ce que vous allez demander un rattrapage immédiat sur les salaires? Je rappelle que le Premier ministre, au début de cette année, a affirmé que le pouvoir d'achat serait garanti, quel que soit le taux de l'inflation. Il a ajouté que le gouvernement accepterait une certaine progression de pouvoir d'achat, ce qui fait l'objet des négociations qui vont s'engager dans les jours qui viennent. Mais enfin, un taux d'inflation à 0,9% au mois de juillet, c'est beaucoup, et c'est manifestement supérieur à ce que le gouvernement espérait. Cela montre, n'est-ce pas d'ailleurs, les difficultés auxquelles on se heurte pour combattre l'inflation, qui est un phénomène général, qui n'est pas spécial malheureusement à notre pays. Et j'ai pour ma part toujours dit que pour l'essentiel, les solutions ne seraient pas trouvées au plan seulement national, étant donné l'étroite interdépendance des économies nationales. C'est pourquoi nous sommes européens, vous savez. Notre européanisme n'est pas une religion, c'est une question de raison. Parce que nous savons bien que si on ne parvient pas à mettre en œuvre des politiques communes dans le domaine économique et monétaire, on aura bien du mal de surmonter les difficultés actuelles. À propos du chômage, M. Raymond Barre a demandé aux jeunes de faire un effort pour essayer d'accepter des emplois qui ne sont pas forcément dans leur spécialité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce conseil, disons? Écoutez, je pense qu'il faut naturellement essayer d'accepter un travail, mais on ne peut pas imposer à des jeunes d'accepter quand même n'importe quoi. Il est évident que lorsque quelqu'un est allé à l'école pendant de nombreuses années, qu'il a décroché des diplômes, qu'il a obtenu, n'est-ce pas, des connaissances, on ne peut pas lui demander de faire le manœuvre dans une usine, c'est évident. C'est donc une question de mesure, de nuance et de bon sens. Je crois qu'on ne peut pas s'enfermer dans des déclarations aussi catégoriques que celles qui ont été faites. Mais en me posant cette question, vous touchez, je crois, l'énorme problème de l'inadaptation de l'enseignement aux réalités de la vie. Et je sais bien que c'est un problème qui ne sera pas résolu dans les 24 heures, mais enfin, je crois qu'il faudrait en prendre conscience. Vous avez des recettes, vous, à Force ouvrière, pour l'emploi des jeunes, par exemple? Je crois qu'il faut d'abord valoriser l'enseignement technique dans l'éducation nationale. Il faut tout faire pour redonner aux jeunes le goût d'exercer ces métiers traditionnels. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons déjà demandé au Conseil national du patronat français, et nous allons renouveler nos demandes, d'engager des négociations en vue de revaloriser ce travail manuel à travers la durée du travail, à travers la mensualisation là où elle n'est pas encore faite d'une manière totale, en ce qui concerne le travail au rendement, etc. Et j'espère que les négociations qui devraient s'engager dans les semaines qui viennent du côté patronal et entre les syndicats permettront de trouver des solutions qui iront justement dans ce sens-là. Nous sommes pratiquement entrés maintenant dans la période électorale, avec en particulier tous les discours des grands leaders politiques cet été. Est-ce que Force ouvrière, syndicat apolitique, n'a pas peur de cette période électorale? Non, je vais vous dire, d'abord, le terme apolitique est un terme que nous n'avons jamais utilisé nous-mêmes. Nous sommes indépendants des partis, ce qui est tout à fait différent. La différence, c'est que nous n'obéissons qu'au seul mot d'ordre donné par nos adhérents. Vous ne faites pas de politique, quand même? Écoutez, nous portons jugement sur les différents aspects de notre environnement.
Nous ne nous engagerons pas dans la campagne électorale, c'est évident. Nous n'allons pas donner de consignes de vote. Comment le ferions-nous? Étant donné que la Confédération est extrêmement composite. Nous avons des adhérents qui appartiennent à peu près à tout l'éventail politique actuel dans notre pays. Mais, puisque vous me posez cette question, je voudrais rappeler que la démocratie est la possibilité offerte aux citoyennes et aux citoyens de porter jugement, de faire un choix. Or, pour que ce choix puisse être fait convenablement, encore faut-il que les citoyennes et les citoyens disposent d'un maximum d'éléments d'information. Et je pense que ceux qui ont le privilège d'accéder aux grands moyens d'information doivent s'efforcer de donner objectivement ces informations permettant les choix. Alors je sais bien que... Vous pensez à qui, là? Je pense à tout le monde. Et comme nous voici entrés dans la campagne électorale, et je sais par expérience que les campagnes électorales entraînent toujours passablement de démagogie et de surenchère, je voudrais demander aux uns et aux autres de bien considérer qu'il y a toujours des lendemains au lendemain. Et que lorsqu'on fait des promesses, lorsqu'on met quelque chose dans la tête des gens, ben, il faut admettre le fait que les gens demain demanderont qu'on tienne les promesses faites. Et comme je sais que les problèmes sont difficiles à résoudre, comme j'ai conscience, comme je vous le disais, que les réalités économiques françaises sont à considérer dans un contexte très général au plan international, je crois que les uns et les autres doivent faire preuve en la matière d'infiniment de prudence, de bon sens et je dirais d'honnêteté. Merci, M. Bergeron. À l'étranger, une confirmation, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du serpent monétaire, c'est-à-dire l'Allemagne fédérale, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, se sont réunis à Francfort. Aujourd'hui, il a été question de la dévaluation de la couronne suédoise, une dévaluation qui pourrait être suivie de celle des deux autres couronnes scandinaves. À Moscou, le journal La Pravda a repris aujourd'hui mot pour mot l'avertissement lancé il y a 3 semaines à l'Afrique du Sud et repris ensuite par M. de Guéringaud quelques jours plus tard. Pretoria est sur le point de faire exploser une bombe nucléaire, dit-on à Moscou. Aux États-Unis, un autre journal, le Washington Post, révèle aujourd'hui que c'est un satellite espion qui a permis aux soviétiques de découvrir ces préparatifs, que cela a été confirmé par un satellite américain et qu'ensuite les Occidentaux, alertés par Moscou, ont agi de concert pour interdire une explosion nucléaire en Afrique du Sud. En Chine populaire, la 5e Assemblée nationale vient d'être convoquée pour le mois de septembre. Il s'agira pour elle de nommer un nouveau gouvernement. Les autorités de Pékin profiteront sans doute de la réunion dans la capitale de tout le monde politique chinois pour inaugurer officiellement le mausolée de Mao Tse-tung. Et puis au Pays basque espagnol, la marche de la liberté organisée par les autonomistes pour demander entre autres la libération de tous les prisonniers politiques. Cette marche s'est terminée cet après-midi sans incident. Le gouvernement de Madrid, qui craignait des incidents précisément, a pris des précautions. Il a demandé aux manifestants de ne pas entrer dans la ville de Pamplune. Cette marche de la liberté avait commencé le 10 juillet dernier. Ainsi s'achève près de 2 mois d'une marche pacifique avec pour slogan l'autonomie du Pays basque et la libération des derniers militants encore emprisonnés. Les manifestants partis des 4 coins d'Euskadi le 10 juillet s'étaient donné rendez-vous dans Pamplune. Pour ces marcheurs de la liberté, l'interdiction par le gouvernement d'organiser la concentration à l'intérieur de la ville a fait l'effet d'une provocation. Pas question, disait-il hier soir, d'accepter de se rendre à un autre endroit, fût-il toléré par les autorités. On n'accepte pas les négociations avec le gouvernement espagnol et on considère que le peuple basque est toujours en lutte et qu'il faut faire de cette concentration la lutte, un jour de lutte pour le peuple basque et montrer à tous les gens que nous on continue en lutte et qu'on veut en aucun cas négocier avec le gouvernement. Il est vrai aussi que si le gouvernement espagnol a décidé d'interdire cette nouvelle manifestation, c'est que la fin de l'été est ici marquée par la violence. Alors que l'on parle de l'ouverture de négociations entre Madrid et le gouvernement basque en exil pour le rétablissement d'un statut d'autonomie en Euskadi, la détention du militant Miguel Ángel Apalategui en France et sa grève de la faim à Marseille ont déchaîné les manifestations. Et c'est sans doute à l'ampleur prise ici par cette dernière affaire que l'on doit d'assister à un regain de tension tel que le Pays basque n'en avait pas connu depuis longtemps. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué l'émission de Robert Chapat Stade 2, je vous rappelle les principaux résultats sportifs de la journée. En natation, 3 records du monde à Berlin-Est. Au cours du match
Allemagne de l'Est. Ulrike Tauber a battu d'abord le record du monde du 200 mètres 4 nages en 2:15:85. Le 4 x 100 mètres nage libre a été nagé en 3 minutes 21 secondes 11 centièmes par les Américains Babachov, Bottom, Desmonts et Montgomery. Et puis record du monde aussi du 100 mètres papillon d'âme par l'Allemande de l'Est, Knacke, en 59 secondes 78 centièmes. En cyclisme, Jean-Pierre Danguignom a gagné la dernière étape et Bernard Hinault a gagné lui le Tour du Limousin. Et puis en sport automobile, à Zandvoort, l'Autrichien Niki Lauda sur Ferrari a remporté le 26e Grand Prix de Hollande devant le Français Jacques Laffite sur Ligier. La course en vérité s'est résumée en un duel entre Niki Lauda sur la Ferrari numéro 11 alors que James Hunt ici s'est arrêté victime d'un accident. Duel donc entre Niki Lauda et Jacques Laffite sur sa Ligier numéro 26. Vous voyez ici Laffite en deuxième position, Lauda en première. Laffite courait sur la voiture de réserve de son écurie. En effet, il s'était aperçu de fuite d'huile aux essais peu avant la course et n'avait pu effectuer la réparation. Sa deuxième place est d'autant plus remarquable. Alors qu'un autre concurrent, il s'agissait en l'occurrence de Patrick Tambay, a dû rentrer au stand. Patrick Tambay qui a figuré en troisième place à un certain moment jusqu'à 2 tours de l'arrivée. Andretti Hunt hors de combat, donc Laffite se retrouvait seul en tête jusqu'au 19e tour, au moment où Lauda prenait à son tour le commandement. Beaucoup d'accidents donc dans cette course et d'incidents mécaniques en tout cas. Lauda n'allait plus lâcher la tête de la course, il contenait toutes les attaques de Jacques Laffite et l'emportait finalement, augmentant encore l'écart avec ses rivaux au classement du championnat du monde. Voici le dernier tour de circuit, Laffite reprend un peu dans les virages, mais Niki Lauda redémarre sur le plat, sur les lignes droites. Jody Scheckter au classement final est deuxième, il se trouve maintenant à 21 points. Lauda est officieusement champion du monde. 12, 19 et 15, ce sont donc les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi à Deauville dans la 4e course, le prix François André. Course remportée par Forward Las, le 12, suivi de Bressol, le 19, et de Piuma al Ventio, le 15. Une photographie a été nécessaire pour la deuxième place. L'entraîneur François Boutin et le jockey Philippe Paquet ont dominé incontestablement le meeting de Deauville 77. Pour le dernier tiercé de la saison, 20 pouliches étaient à l'honneur dans le prix François André. Décidément, avec les demoiselles, il faut toujours se méfier, puisqu'une nouvelle fois, les favorites ont été battues. Au milieu de la ligne d'en face, Basse de Viol le 18 a un léger avantage devant Foolish Fancy, Silkenwave, Koga et Curtsy. Aucun changement pour aborder le dernier tournant où Basse de Viol emmène toujours le peloton, suivi de très près par Foolish Fancy. À 400 mètres de l'arrivée, Basse de Viol commence à faiblir. Koga se retrouve seul au commandement, mais Forward Las, le 12, l'attaque immédiatement. À l'extérieur, Bressol se rapproche très vite en compagnie de Piuma al Vento. Il reste 200 mètres de course. Forward Las se détache, mais pour les places, la lutte entre Bressol, Piuma al Vento et Grande Maison est extrêmement serrée. Forward Las se montrera la plus courageuse. Après photographie, Bressol sera deuxième et Piuma al Vento troisième. Le tiercé, le 12, le 19 et le 15. Avant de se quitter, un petit retour rapide à Rosny-sous-Bois pour savoir comment a évolué la situation sur les routes de France entre 20h et 20h28. Colonel Darras. Eh bien, la situation est encore plus favorable que tout à l'heure, puisqu'il ne reste plus qu'un seul bouchon de 1,5 km sur la Nationale 10 à Montbazon. Il y a des vacanciers qui vont sans doute rentrer ce soir ou cette nuit, mon colonel. Vous leur conseillez de partir entre quelle heure et quelle heure? Eh bien, ils peuvent absolument partir quand ils le désirent. Je leur conseille toutefois d'éviter demain d'aborder les grandes agglomérations aux heures traditionnelles de pointe, c'est-à-dire d'une manière générale entre 7 et 9 heures et entre 17 et 20 heures. Je vous remercie, mon colonel. Voilà, vous retrouverez Hélène Vida vers 23h30 en fin de soirée pour la dernière édition du journal. Je vous retrouve demain soir avec plaisir et je vous souhaite une très très belle soirée. Bonsoir.